Guy de Maupassant. Opinion publique. Comme 11 heures venaient de sonner, messieurs les employés, redoutant l'arrivée du chef, s'empressaient de gagner leur bureau. Chacun jetait un coup d'œil rapide sur les papiers apportés en son absence. Puis, après avoir échangé la jaquette ou la redingote contre le vieux veston de travail, il allait voir le voisin. Ils furent bientôt 5 dans le compartiment où travaillait Monsieur Bonenfant, commis principal, et la conversation de chaque jour commença suivant l'usage. Monsieur Perdrix, le commis d'ordre, cherchait des pièces égarées, pendant que l'aspirant sous-chef, Monsieur Piston, officier d'académie, fumait sa cigarette en se chauffant les cuisses. Le vieil expéditionnaire, le père Grappe, offrait à la ronde la prise traditionnelle, et Monsieur Rad, bureaucrate journaliste, sceptique railleur et révolté, avec une voix de criquet, un œil malin et des gestes secs, s'amusait à scandaliser son monde. « Quoi de neuf ce matin » demanda Monsieur Bonenfant. « Ma foi, rien du tout » répondit Monsieur Piston. « Les journaux sont toujours pleins de détails sur la Russie et sur l'assassinat du tsar. » Le commis d'ordre, Monsieur Perdrix, releva la tête, et il articula d'un ton convaincu. « Je souhaite bien du plaisir à son successeur, mais je ne troquerai pas ma place contre la sienne. » Monsieur Rad se mit à rire. « Lui non plus, dit-il. » Le père Grappe prit la parole, et demanda d'un ton lamentable. « Comment tout ça finira-t-il » Monsieur Rad l'interrompit. « Mais ça n'en finira jamais, papa Grappe. C'est nous seuls qui finissons. Depuis qu'il y a des rois, il y a eu des régicides. » Alors Monsieur Bonenfant s'interposa. « Expliquez-moi donc, Monsieur Rad, pourquoi on s'attaque toujours aux bons plutôt qu'aux mauvais. Henri IV, le Grand, fut assassiné. Louis XV mourut dans son lit. Notre roi Louis-Philippe fut toute sa vie la cible des meurtriers, et on prétend que le tsar Alexandre était un homme bienveillant. N'est-ce pas lui, d'ailleurs, qui a émancipé les serfs ?» Monsieur Rad haussa les épaules. « N'a-t-on pas tué dernièrement un chef de bureau, dit-il » Le père Grappe, qui oubliait chaque jour ce qui s'était passé la veille, s'écria. « On a tué un chef de bureau ?» L'aspirant sous-chef, Monsieur Piston, répondit. « Mais oui, vous savez bien, l'affaire des coquillages. » Mais le père Grappe avait oublié. « Non, je ne me rappelle pas. » Monsieur Rad lui remémora les faits. « Voyons, papa Grappe, vous ne vous rappelez pas qu'un employé, un garçon, qui fut acquitté d'ailleurs, voulut un jour aller acheter des coquillages pour son déjeuner. Le chef le lui défendit. L'employé insista. Le chef lui ordonna de se taire et de ne point sortir. L'employé se révolta, prit son chapeau. Le chef se précipita sur lui, et l'employé, en se débattant, enfonça dans la poitrine de son supérieur les ciseaux réglementaires. Une vraie fin de bureaucrate, quoi. « Il y aurait à dire, » articula Monsieur Bonenfant. « L'autorité a des limites. Un chef n'a pas le droit de réglementer mon déjeuner et de régner sur mon appétit. Mon travail lui appartient, mais non mon estomac. Le cas est regrettable, c'est vrai, mais il y aurait à dire. » L'aspirant sous-chef, Monsieur Piston, exaspéré, s'écria. « Moi, monsieur, je dis qu'un chef doit être maître dans son bureau, comme un capitaine à son bord. L'autorité est indivisible, sans quoi il n'y a pas de service possible. L'autorité du chef vient du gouvernement. Il représente l'État dans le bureau. Son droit absolu de commandement est indiscutable. » Monsieur Bonenfant se fâchait aussi. Monsieur Rad les apaisa. « Voilà ce que j'attendais, dit-il. Un mot de plus, et Bonenfant enfonçait son couteau à papier dans le ventre de Piston. Pour les rois, c'est la même chose. Les princes ont une manière de comprendre l'autorité qui n'est pas celle des peuples. C'est toujours la question des coquillages. Je veux manger des coquillages, moi, tu n'en mangeras pas. Si, non, si, non. Et cela suffit parfois pour amener la mort d'un homme ou la mort d'un roi. » Mais Monsieur Perdrix revint à son idée. « C'est égal, dit-il, le métier de souverain n'est pas drôle, au jour d'aujourd'hui. Vrai, j'aime autant le nôtre. C'est comme d'être pompier. C'est ça qui n'est pas gai non plus. » Monsieur Piston, calmé, reprit. « Les pompiers français sont une des gloires du pays. » Monsieur Rad approuva. « Les pompiers, oui, mais pas les pompes. » Monsieur Piston défendit les pompes et l'organisation. Il ajouta. « D'ailleurs, on étudie la question. L'attention est éveillée. Les hommes compétents s'en occupent. D'ici peu, nous aurons des moyens en harmonie avec les nécessités. » Mais Monsieur Rad secouait la tête. « Vous croyez, ah, vous croyez. Eh bien, vous vous trompez, monsieur. On ne changera rien. En France, on ne change pas les systèmes. Le système américain consiste à avoir de l'eau, beaucoup d'eau, des fleuves. Fi. Donc la belle malice d'arrêter les incendies avec l'océan sous la main. En France, au contraire, tout est laissé à l'initiative, à l'intelligence, à l'invention. Pas d'eau, pas de pompe, rien que des pompiers.
Et le système français consiste à griller les pompiers. Ces pauvres diables, des héros, éteignent les incendies à coups de hache. Quelle supériorité sur l'Amérique, songez donc. Puis, quand on en a laissé rôtir quelques-uns, le conseil municipal parle, le colonel parle, les députés parlent. On discute les deux systèmes, celui de l'eau et celui de l'initiative. Et un dignitaire quelconque prononce sur le tombeau des victimes « Non pas adieu, sapeur, mais au revoir, bis ». Voilà, monsieur, comment on agit en France. Mais le père Grappe, qui oubliait les conversations, à mesure qu'elles avaient lieu, demanda « Où donc ai-je lu ce vers que vous venez de dire ? Non pas adieu, sapeur, mais au revoir ». C'est dans Béranger, répondit gravement monsieur Rad. Monsieur Bonenfant, perdu dans ses réflexions, soupira. Quelle catastrophe tout de même que cet incendie du printemps. Monsieur Rad reprit. Maintenant qu'on peut en parler froidement, sans jeu de mots, nous avons le droit, je pense, de contester un peu l'éloquence du directeur de cet établissement. Homme de cœur, dit-on, je n'en doute pas. Commerçant habile, c'est évident. Mais orateur, je le nie. Pourquoi ça ? Demanda monsieur Perdrix. Parce que, si l'affreux désastre qui le frappait n'avait attiré sur lui la commisération de tout le monde, on n'aurait pas eu assez de rire pour le discours de la palisse, dont il apaisa les craintes de ses employés. « Messieurs, leur dit-il à peu près, vous ne savez pas avec quoi vous dînerez demain ? Moi non plus. Oh, moi je suis bien à plaindre, allez. Heureusement que j'ai des amis. Il y en a un qui m'a prêté 10 centimes pour acheter un cigare. Dans des cas pareils, on ne fume pas des Londresses. Un autre a mis à ma disposition 1,75 franc pour prendre un fiacre. Un troisième, plus riche, m'a avancé 25 francs pour me procurer une jaquette à la Belle Jardinière. Oui, moi, directeur du printemps, j'ai été à la Belle Jardinière. J'ai obtenu 15 centimes d'un autre pour autre chose. Et comme je n'avais plus même de parapluie, j'ai acheté un en-tout-cas en alpaga de 5 francs 25, au moyen d'un 5e emprunt. Puis, mon chapeau lui-même étant brûlé, et comme je ne voulais pas emprunter davantage, j'ai ramassé le casque d'un pompier. Tenez-le, voilà. Suivez mon exemple. Si vous avez des amis, adressez-vous à leur obligeance. Quant à moi, vous le voyez, mes pauvres enfants, je suis endetté jusqu'au cou. Or, un de ses employés n'aurait-il pas pu lui répondre « Qu'est-ce que ça prouve, patron ? 3 choses. Premièrement, que vous n'aviez pas d'argent en poche, il m'en arrive autant, quand j'ai oublié mon porte-monnaie. Mais cela ne prouve pas que vous n'ayez point de propriété, d'hôtel, ni de valeur, ni d'assurance. Deuxièmement, cela prouve encore que vous avez du crédit auprès de vos amis. Tant mieux, usez-en. Troisièmement, cela prouve enfin que vous êtes très malheureux. Eh, parbleu, nous le savons et nous vous en plaignons de tout notre cœur. Mais ce n'est pas cela qui améliore notre situation. Vous nous la baillez belle en vérité, avec votre équipement à la boutique à 13. Cette fois, tout le monde dans le bureau fut d'accord. Monsieur Bonenfant ajouta, d'un air farceur. J'aurais voulu voir toutes les demoiselles du magasin quand elles se sauvaient en chemise. Monsieur Rad continua. Je n'ai pas confiance dans ces dortoirs de Vestale, qui ont failli être rôtis. D'ailleurs, comme les chevaux de la compagnie des omnibus dans leurs écuries l'an dernier, tant qu'à enfermer quelque chose, ce sont les lampistes qu'on aurait bien fait de mettre sous clé. Mais les pauvres filles de la lingerie, filles donc, un directeur, que diable, ne peut pas être responsable de tous les capitaux reposant sous son toit. Il est vrai que ceux des commis ont flambé dans la caisse. Puissent au moins ceux des demoiselles être saufs. Ce que j'admire, par exemple, c'est le corps pour appeler les employés. Oh, messieurs, quel 5e acte! Vous figurez-vous ces grandes galeries pleines de fumée, avec des éclairs de flammes, le tumulte de la fuite, l'affolement de tous, tandis que, debout dans le rond-point central, en savate et en caleçon, sonne à plein poumon un Hernani moderne, un Roland de la nouveauté. Alors, M. Perdrix, le commis d'ordre, prononça tout à coup. C'est égal, nous vivrons dans un drôle de siècle, dans une époque bien troublée. Ainsi, cette affaire de la rue du Faux. Mais le garçon de bureau entr'ouvrit brusquement la porte. Le chef est arrivé, messieurs. Alors en une seconde, tous s'enfuirent, filèrent, disparurent, comme si le ministère lui-même eût brûlé.